Donc passons à notre troisième joueur du jour. C'est Patrick Beverley, du coup. Patrick Beverley, 8 saisons sur la décennie, puisque jusqu'en 2012, en fait, il est à l'étranger. Donc il n'est pas en NBA, évidemment. 9 points de moyenne sur la décennie, 28 minutes par match, 12 000 minutes sur la décennie au total. C'est le 163e total. Voilà, c'est pas non plus énormissime. 431 matchs. Il fait quand même 3 fois les All Defensive Team, dont une fois en première en 2017 et 2 fois en deuxième 2014 et 2020, en fin de décennie aux Clippers. NBDraft.net, il n'y a pas de comparaison parce qu'en fait, c'était pas tant que ça un prospect à l'époque de sa draft. Ouais. Donc, il y a pas de, je crois qu'il n'y a pas trop de rapport sur lui. Draft Express non plus. Au niveau des surnoms, un peu loufoque, bah, finalement, il n'a pas trop de loufoque sur Basketball Référence pour lui, puisque c'est pas de Bev. Très, ça, c'est le. Si on disait les initiales, c'était un peu le truc facile. Ça, c'est l'alternative un peu. C'est facile aussi, pas de Bev. Voilà, ouais. Après, on avait aussi Monsieur 94 Fit, parce qu'il te fait du pressing tout terrain, évidemment. Donc voilà pour les surnoms. Donc le parcours, comme je disais, alors le parcours est un peu atypique. Faut expliquer un peu le début. Donc puisqu'en début de notre décennie, il a 22 ans, mais il n'est pas encore NBA. Il est en Russie. Exactement. Ouais. Alors à la base, encore avant ça, il fait 2 ans à la fac de Arkansas. Sauf qu'en fait, il a des problèmes académiques, si on peut dire. Je crois qu'il a triché à un examen, du coup il est viré. Du coup, il est obligé de s'exiler en Ukraine pour une année. Et à la fin de cette année-là, il revient d'Ukraine pour la draft, mais il est drafté que 42e par les Lakers et échangé ensuite à Miami. Mais il n'est toujours pas là pour la saison 2010. Il revient au training camp pardon, de Miami avec LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh. Il aurait pu faire partie de cette équipe, mais finalement, il n'a pas été retenu. Il aurait pu être le. Il aurait pu être le Mario Chalmers. Ouais. Exactement. Il aurait pu être Mario Chalmers de cette équipe. On va en reparler d'ailleurs. Et puis après, comme tu dis, il refait 2 ans à l'étranger en Grèce et aussi en Russie. Et en fait, il revient donc à 24 ans, en 2012-2013, à Houston. Ils le font revenir et en fait, c'est un peu la révélation puisque en cours d'année, il devient titulaire. Il fait une cinquantaine de matchs. Il devient titulaire donc à côté de James Harden et ça devient un peu le Mario Chalmers de LeBron James. C'est lui, c'est le Patrick Beverley de James Harden, hein. Et du coup, en plus, année rookie un peu connu pour lui puisque en playoff, il blesse malheureusement Russell Westbrook au genou. Voilà, donc c'était des débuts très fracassants pour Patrick Beverley. Et puis 2014, 31 minutes par match, hein, carrément. Là, il est vraiment titulaire installé, il n'y a pas de souci. Dwight Howard est là, mais pourtant l'équipe se fait upset au premier tour par Portland. Et le tir de Damien Lillard, on s'en souvient. 2015, toujours titulaire à plus de 30 minutes par match. Sauf que là, ça s'arrête en finale de conférence contre les Warriors. Donc c'est quand même pas mal. 2016, éliminé au premier tour contre les Warriors, mais c'était l'équipe de, l'équipe de Ty Lawson, hein, justement. Un peu dysfonctionnel, et d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais c'est lui qui, du coup, ne se fait pas déloger de son poste de titulaire C'est ça. par Ty Lawson. J'avais pas fait le rapprochement, mais c'est le hasard, le hasard des. Et d'ailleurs, de- c'est quand enfin, on va en parler, mais je pense que quand on va parler de la carrière des deux, c'est vrai que c'est Ouais, triste pour Ty Lawson de ne pas avoir réussi à passer devant un joueur qui, oui, voilà. effectivement, effectivement. Mais donc voilà, il parvient à garder son poste de titulaire. 2017 également, est toujours titulaire, hein, donc ça fait quand même pas mal d'années, hein, à enchaîner à être le titulaire à côté de James Harden. Ça s'arrête en demi-finale de conférence contre les Spurs. Et puis donc après, il y a l'échange de Chris Paul du côté de Houston. Donc lui, il fait le chemin inverse, il va aux Clippers. Mais 2018, il est blessé à peine 11 matchs, donc un peu presque une année blanche. Et puis en fin de décennie, donc 2019, il fait partie de cette fameuse équipe des Clippers Où il s'amuse bien, ouais. qui s'amuse bien, qui a plu à tout le monde et qui pousse les Warriors au premier tour. Et 2020, c'est un peu la catastrophe. Après que Kawhi et Paul George sont arrivés, ça se passe pas bien dans le vestiaire et je pense qu'il est un peu fautif avec tous les autres, hein, finalement. Et élimination, demi-finale de conférence contre Denver, là encore un upset, malheureusement. Et donc, ouais, sur le profil, pour te lancer, on en a parlé de Mario Chalmers tout à l'heure. C'était un peu ce moule du meneur 3D qui est très bon si tu as déjà ton créateur à côté, quoi, qui est déjà en place. Bah, en fait, je trouve que c'est le genre de joueur assez dur finalement. Alors, je sais pas si j'exagère pas à dire que c'est dur à mettre dans un roster, mais du coup, en tout cas en début de décennie, quand on avait vraiment une idée que le meneur était, comme tu disais, c'est ce parfait équilibre entre la création et le scoring. Ça voulait dire que si tu voulais Patrick Beverley dans un rôle majeur, il te fallait un arrière qui avait un profil très particulier. Donc c'était parfait à Houston où James Harden était en fait, on allait le découvrir pas un arrière. Mais par contre, je trouve que voilà,
mine de rien, avoir un meneur qui est aussi peu capable de créer balle en main, heu, qui ne peut pas prendre les choses à son compte quand, c'est bloqué, je trouve ça assez compliqué. Même si, un gros défenseur comme ça, c'est toujours sympa à avoir, pour la flexibilité d'une équipe. À quel point est-ce que tu es sévère sur lui parce que c'est un meneur et qu'il y a ce truc un peu de la tradition de le meneur doit créer, alors que finalement s'il avait eu le même niveau en tant qu'ailier, tu aurais peut-être juste dit: «Bah, c'est un 3&D très, très valuable, quoi». Bah, alors il y a de ça et puis en fait, il y a toujours cet éternel débat, c'est-à-dire est-ce que, un extérieur et particulièrement un arrière, qui est un gros défenseur, ça a une grosse valeur, Oui. dans une équipe? C'est-à-dire que oui, comme tu dis, un ailier qui fait 2,5 m, 2,6 m et qui peut défendre sur 4-5 positions, ça sera forcément valuable alors que bon, Patrick Beverley, si tu tombes contre une équipe où, les stars sont sur les postes d'ailier, de pivot, il va vite devenir assez peu intéressant pour toi, quoi. Oui, effectivement, effectivement, c'est un peu c'était la bonne réponse, hein. C'était qu'effectivement ça n'a pas non plus la même valeur structurelle d'un ailier qui peut défendre et finalement ce fameux meneur ou extérieur ou arrière qui peut défendre, le fameux point of attack. Donc ça a de la valeur, mais ça a moins de valeur qu'un ailier défenseur finalement et c'est vrai que c'est un peu, bon voilà, il peut faire partie des gens qui potentiellement pourraient sortir du top 100. Si on décide d'en inclure d'autres, il peut faire partie des swaps, je pense. Mais voilà, on peut quand même dire que moi, je trouve qu'il y a presque une moitié ou même un peu plus, une 2 tiers de décennie où il est titulaire, avec un bon temps de jeu titulaire et un bon impact. Encore une fois, moi, le manque de création, c'est vrai, mais je trouve que c'est presque enfin, à la limite, on juge ça avec des comment dire? C'est parce que c'est un meneur, donc on attend de la création, alors qu'en fait, pas forcément, quoi. En tout cas, moi, je le pardonne un peu plus de ce côté-là. Le truc où, effectivement, je serais peut-être un peu plus sévère, c'est ce que tu dis, c'est la valeur de à quel point ça a de la valeur, un meneur qui défend et c'est là où, en fait, là où Marcus Smart est très bon, c'est qu'il fait pas que de la défense sur l'homme, quoi. C'est qu'il peut faire plein de rôles dans une défense, la défense off ball, la protection du panier, il peut faire plein de trucs, que je pense ne pouvait pas faire, Beverley, pour donner un peu une comparaison. Après, voilà, il faut aussi dire que Marcus Smart, c'est un prototype assez improbable avec, Bien sûr, oui, oui, bien sûr. une puissance que tu n'as pas normalement chez un arrière, quoi. Donc, c'est vrai qu'il peut faire des choses qui ne sont pas accessibles à, 95 je pense des meneurs NBA. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que, tu vois, là où Marcus Smart est peut-être un peu plus transcendant et encore, un peu plus transcendant par rapport à son contexte, Beverley l'est moins, quoi. Parce que je pense que Beverley est excellentissime pour défendre le meneur adverse, mais ça a pas autant de valeur, quoi, finalement. Mais bref, après l'autre point que j'aimais beaucoup, c'était, bah, on était quand même dans les années 2010, du coup, encore dans une période où les match-ups défensifs, ça comptait. C'était pas aussi fluide qu'aujourd'hui et la chasse au mismatch n'était pas encore arrivée à ce point. Donc les match-ups étaient plus fixes, donc la valeur on-ball était peut-être un peu plus importante, même si pas non plus de beaucoup. Donc il y a ce premier point. Et puis le deuxième point, c'était que, bah, c'était aussi un shooter, de très bonne facture, quoi, finalement, pour ce profil de meneur-défenseur. On avait un vrai 3&D, mine de rien. Quelqu'un qui, bah, sur les, 4-5 ans, je sais plus, où il est titulaire, de bon niveau, Rockets notamment, il est à plus de 38 d'efficacité sur, 4,2 tentatives à 3 points. À un moment où on shootait beaucoup moins à 3 points, donc, c'est vrai C'est que ça, ouais. voilà, la valeur était aussi là. Donc c'est pour ça que moi je l'avais inclus dans cette liste pour l'instant, en tout cas dans ma pré-liste, c'est qu'il y a cette valeur de, à côté de ton créateur, bah, en fait c'est cool, quoi, c'est très cool. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, je pense qu'effectivement, il y avait 2 valeurs. Il y avait le fait que, bah, c'était parfait quand tu avais un arrière qui aimait bien, porter la balle. En tout cas, un joueur qui était positionné au poste d'arrière et donc ça aurait été parfait à côté d'un Kobe Bryant, à côté d'un James Harden. Et puis il y a aussi le fait que on dit beaucoup, bah, ce que je disais tout à l'heure finalement, que ça a plus de valeur chez un ailier ou chez un pivot parce qu'il y a la taille, parce qu'il y a la capacité à défendre sur plusieurs positions. Mais mine de rien, il y a des séries où tu es content d'avoir ce type de profil parce que quand la principale force de création adverse est au poste de meneur, tu avais envie de pouvoir opposer un joueur comme Patrick Beverley et ça avait probablement de la valeur dans une série, quoi. Alors après moi j'avais un autre truc, mine de rien, dans ma pré-liste, je n'ai pas Mario Chalmers, par exemple, que j'aime beaucoup, que j'avais envie d'inclure, mais je ne l'ai pas inclus. Et pourtant, tu vois, en y repensant, je me demande à quel point l'image de Beverley est peut-être pas positive, là où celle de Chalmers, c'est un peu négative et comparaison très simple, hein, tu vas me donner ton avis.
En termes de minutes de saison régulière, bah, en fait, ils sont au même niveau, voire même Chalmers en a plus. En termes d'efficacité à 3 points, Chalmers c'est meilleur, 39% contre 38 pour Beverley, et avec alors un peu moins de volume, mais c'était encore avant, donc à une époque on prenait moins de 3 points. Et en défense, je pense qu'il n'y a pas un écart si grand que ça. Donc je sais pas, je te lance la patate chaude. Est-ce que j'ai bien fait de mettre Beverley? Est-ce que Mario Chalmers finalement n'a pas des arguments si Beverley y est? Alors, bah, moi, j'ai effectivement le souvenir d'un joueur un peu plus complet chez Mario Chalmers. C'est-à-dire que si tu m'avais dit intrinsèquement sur sa meilleure année, lequel des deux tu prends, j'aurais plutôt eu tendance à prendre Mario Chalmers parce que plus complet. Par contre, et là je me trompe peut-être, j'ai l'impression que U1 a traversé quasiment toute la décennie, hein. Il joue 7 saisons quasi complètes. Allez, 6 parce qu'il y a 2007-2018. J'ai l'impression que Mario Chalmers, il est là un petit peu plus tôt, mais qu'à partir de 2016, on le voit plus, je crois. Oui. Il passe par les Pelicans, il fait quelques bons matchs et puis on le revoit En jamais. fait, il fait une rupture au tendon d'Achille à Memphis, il me semble. Et ensuite, c'est fini. Mais tu vois, il fait plus de saisons, Beverley, mais comme je te dis, il a moins de minutes de saison régulière. Ouais, et puis même en Euh, playoff, il a, je trouve, bah, alors Exactement. par la force des choses, il y en a un qui a joué dans le grand hit, Et oui. Ouais. mais du coup, c'est vrai que bah, il y a des passages marquants en playoff et il y a de très belles missions de Mario Chalmers, même si les gens avaient tendance à le moquer parce que bah, du coup, c'était un meneur de jeu Bah, qui c'est menait ça, pas. ouais. Mais, Ouais. à choisir, effectivement, en tout cas, si tu me demandes qui est le plus fort, j'aurais préféré le profil de Mario Chalmers. Ouais, effectivement, je me refaisais ça, je me disais, mais à quel point l'image peut être très positive de Beverley, qui est connu comme le stopper, etc., ne joue pas pour lui, à quel point Chalmers, qui était au contraire moqué, hein, comme tu dis, ceux qui ont connu cette époque de l'arrivée du Big Three à Miami, c'est un peu le souffre-douleur. Donc je me demande à quel point, ouais, tu vois, finalement, je sais pas, j'attendrai l'avis du Discord et l'avis de plein de monde aussi, mais tu vois, finalement, Chalmers a pas mal d'arguments, je trouve. Je pense que c'est là aussi que bah, l'image d'un joueur et sa communication, je pense, joue. Parce que là où Patrick Beverley a toujours euh, valorisé son rôle, des déclarations assez fortes, Mario Chalmers qui était plus discret, on va retenir Ouais. quelque chose de différent. Et Mhm. effectivement, je pense que le caractère de Beverley est assez lié à la perception de sa carrière. Beverley, c'était l'agresseur, peut-être même à tort parfois, où on se moquait de lui et que ça tombait à l'eau, mais c'était quand même l'agresseur tout le temps, alors que Chalmers, c'était la victime de LeBron James, quoi. Je caricature, mais l'image, Ouais, c'est un c'est peu ça. ça, quoi. La Bon, victime bref, totalement alpha, quoi. on revisitera peut-être Mario Chalmers, et ça me ferait plaisir de l'inclure, mais en vrai, je pense que si on jarte Beverley, c'est peut-être pour mettre quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, le duel avec Mario Chalmers m'intéressait, on verra l'avis dans le Discord. Et donc, oui, donc, avant le quiz, très rapidement, où est-ce que tu avais placé Beverley plutôt vers la fin, c'est ça? Je l'avais mis devant Alfaro Camino. Donc, avant-dernier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Derrière le Sun, hein, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais, Et derrière aussi Harrison Barnes. oui. Mais Ouais. bon, c'est pas très loin, quoi. Non, non, je suis assez d'accord. Je pense qu'on va le mettre là, effectivement. Parce qu'Aminou, finalement, il n'y a que 4 saisons que je prends en compte dans la décennie qui sont valuables, quoi, à Portland. Il y en a peut-être un peu plus du côté de Beverly, je sais pas. Mais ouais, je pense que ça se joue dans ces eaux-là. Ça se joue dans ces eaux-là. Donc on va le mettre avant-dernier. Ok, ça marche. Et donc pour le quiz, c'est un qui a plus joué. Qui a plus joué. Et on parle de la draft 2009. Patrick Beverley, donc en carrière, et non pas sur la décennie. En carrière, il y a 14 400 minutes au moment où on parle. Et donc, qui a plus de minutes sur cette draft 2009 que Patrick Beverley? Est-ce que tu peux me citer des joueurs et je vais te donner des indices, évidemment. Alors attends, draft 2009, bah, du coup Blake Griffin, Ouais. le rookie de l'année. C'est Tyreek Evans, non? Terry Evans, effectivement, c'est cette cuvée-là. D'accord, James Harden. James Harden, voilà, tu vas les dérouler maintenant. Bah, putain, oui, mais elle est incroyable cette draft. Donc Stephen Curry, Stephen Curry, ouais, DeMar DeRozan. effectivement. Alors, il y a quelqu'un qu'on vient de parler d'ailleurs à l'instant, Alors, donc oui, bah, du coup Ty Lawson, mais Ty Lawson il a moins Tyler. joué, non? Non, non, il a plus Il joué. a plus Plus joué. joué. Ah ouais. Ouais, ouais. Ah, oh, attends, un joueur dont tu es fan, Brandon Jennings? Brandon Jennings, effectivement, il y est. Il y en a plein, il y en a plein. Ah, Jeff Teague, du coup. Jeff Teague, effectivement. En termes de meneurs, on a aussi. Tu te souviens de cette draft où Minnesota a pris 2 meneurs en back-to-back? Ricky Rubio, Ricky Rubio, effectivement. On a un autre meneur, Darren Collison. Darren Collison, effectivement, c'est lui que j'allais te faire deviner. On en a un autre meneur, alors moins meneur dans l'âme, mais qui est passé par Portland et puis surtout par les Spurs. Un meneur shooter de poche. Ah, Patty Mills. Patty Mills, effectivement. Je crois que. Est-ce que tu nous as cité le meneur des Pelicans? Drew Holiday?
Jrue Holiday, effectivement. Ah bah, j'aurais pas dit que c'est son rap non plus, tu vois? C'est cette draft, effectivement. Qui est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a Beverley, ça c'est le mec en question. Alors, il y en a un, c'est un intérieur qui a été du côté de Chicago, qui a pas toujours été titulaire, mais qui était assez défensif, assez intéressant. Taj Gibson. Taj Gibson, bien sûr, fait partie de cette draft et a plus joué que Pat Beverley. Qui c'est qui nous... Alors, il y en a un qui est plutôt deuxième tour, et donc tu t'en souviens pas trop du côté de Cleveland, mais qui a été coéquipier de Shaq, mais qui par contre a explosé ensuite aux Spurs. Très bien connu arrière 3&D des Spurs, qui a le record d'ailleurs. Non, je crois qu'il l'a plus maintenant que Curry a fait toutes ses finales, mais qui avait le record. Ah, Danny Green? Exactement, Danny Green. Ah ouais, c'était il y a si longtemps la draft de Danny Green, OK. Et ouais. Et un autre shooter, alors je sais pas si tu l'auras lui, on avait Wayne Ellington aussi qui était par là. Et puis on avait aussi un intérieur poste 4 athlétique, mais qui a jamais trop rien fait, c'était Dante Cunningham. Il a plus joué que Patrick Beverley. Il a plus joué que Pat Beverley, ouais, effectivement. Moi, je pensais que c'était un mec qui il devait jouer, je vois, 12 minutes par match, quoi. Bah, il a fait pas mal de saisons sur la décennie, et encore une fois, Beverley arrive en 2013, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Et puis, pour te citer aussi les autres meneurs de cette draft, fameuse draft à plein de meneurs, on avait John Elfin, tu l'as dit, Ouais. Eric Maynor, 3e citation consécutive dans le podcast pour Eric Maynor. Rodrigue Beaubois, Nick Calates, Nando De Colo, Edge Price, et on avait même Sergio Llull. Sergio Llull, Ouais. ouais. Donc, draft en meneur assez exceptionnel.